Donc effectivement, afin de tenter d'éclairer la façon de concevoir les rôles parentaux dans les sociétés occidentales contemporaines, je me propose de présenter une perspective culturelle comparative sur les modalités de gestion de la métamorphose pubertaire qui transforme les individus stériles, que sont les enfants, en sujets fertiles. Je dis ça parce que très souvent, dans les sociétés occidentales, la puberté, c'est on accède à la génitalité adulte. Dans les faits, c'est un peu plus large que ça. Je m'attacherai à montrer ici que cette métamorphose donne lieu à l'élaboration de représentations et de pratiques particulières qui mettent en scène le corps. Et si dans tous les cas, c'est la mainmise sociale sur la sexualité qui est en jeu, elle s'exprime de façon distinctive selon qu'on choisit de valoriser l'une ou l'autre des composantes de la sexualité, son versant érotique ou son versant reproducteur. Chez nous, par contraste, nous n'avons pas de véritable définition de ce que c'est qu'être adulte. Non, j'ai sauté un paragraphe, donc je me disais, c'est quand même très bizarre ce que je suis en train de dire. Je m'excuse, je suis émue d'être ici. Donc, dans un certain nombre de contextes culturels étudiés par les ethnologues, lorsque les enfants atteignent la puberté, on considère que les parents doivent participer à la transformation de leurs enfants en parents, en leur transmettant leur fonction parentale. Cette transmission de la fonction parentale est censée favoriser l'autonomisation des enfants vis-à-vis de leurs parents et sous-tend la définition du statut d'adulte. Être adulte, dans un tel contexte culturel, c'est être légitimé à devenir parent, c'est être habilité à avoir des enfants. C'est pas qu'on force les gens à avoir des enfants, c'est considéré comme un droit. Chez nous, donc je reprends, par contraste, nous n'avons pas de véritable définition de ce que c'est qu'être adulte, sinon en termes d'âge légal, de responsabilisation progressive vis-à-vis de la loi. Et pour ce faire, parents et enfants n'ont rien de particulier à faire. On insiste cependant beaucoup pour inciter les parents à donner plus de liberté à leurs enfants afin de favoriser l'épanouissement de leur personnalité et surtout de leur sexualité. L'adolescence est en effet ici conçue comme la période au cours de laquelle l'individu va débuter sa vie sexuelle et celle-ci doit, pour s'épanouir correctement, être absolument dissociée de tout risque reproducteur. Le fait d'avoir des enfants trop tôt, voire aussi d'avoir des enfants tout court, tend à être perçu comme un possible obstacle à la réalisation personnelle, c'est-à-dire à la poursuite des études ou d'une carrière, et même parfois comme un obstacle à l'épanouissement sexuel. En conséquence, on enjoint les parents à transmettre à leurs enfants devenus de potentiels procréateurs, non leur fonction parentale, mais des moyens contraceptifs censés favoriser leur épanouissement sexuel. Nous avons donc affaire à des perspectives culturelles fort différentes sur ce à quoi renvoie le passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais bien que cela ne soit intuitivement pas évident, transmettre la fonction parentale ou des moyens anticonceptionnels sont bien deux modalités alternatives de favoriser l'autonomisation des enfants vis-à-vis de leurs parents. Pour que vous puissiez me suivre sur ce chemin, il me faut revenir à des généralités concernant les relations entre parents et enfants. Ainsi, si les parents se sont occupés de tous les besoins corporels de leurs enfants en les longeant, en les nourrissant, en les habillant, en les portant alors qu'ils ne pouvaient le faire eux-mêmes, hors de situations particulières telles que l'existence de lourds handicaps chez l'enfant, il paraît inadéquat que les parents continuent à le faire au-delà d'un certain âge. De même, s'il est fréquent de baigner les frères et sœurs ensemble et de les accueillir dans le lit conjugal lorsqu'ils sont petits, ces manières de faire paraissent quelques années plus tard inappropriées. Parallèlement à cette prise de distance avec les premiers intimes, d'autres types de relations avec des individus qui étaient au départ des étrangers, tels que les amis ou les futurs petits amis, sont censés devenir plus intimes. Donc on a ce mouvement complémentaire, éloignement vis-à-vis des premiers intimes et au contraire rapprochement avec d'autres types de personnes qui n'étaient pas des intimes au départ. Les modèles plus ou moins explicites qui sont mis à la disposition des individus afin de favoriser la transformation des types de relations intimes qu'ils doivent entretenir avant et après la puberté sont étroitement dépendants de la conception de l'identité qui prévaut dans un contexte socio-culturel donné.
Dans nos sociétés occidentales contemporaines, identité et individualité tendent à être confondues, car la référence première de l'identité individuelle est le corps. Alors quand je vous dis ça, ça vous paraît évident. Ça n'est pas partout. Il existe en effet d'autres contextes culturels où l'identité est conçue avant tout en termes relationnels. La singularité individuelle renvoie alors au cumul des relations qui lient chaque sujet à d'autres individus de manière parfaitement originale. D'une part, les relations que chaque sujet hérite en droit du fait de sa naissance, ses relations de parenté avec ses pères, mères, frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents, etc. Et en tant que fils, frère, neveu, cousin, petit-fils, etc. Donc le sens de l'identité dans les systèmes de parenté, vous voyez bien que vous n'avez pas de mère sans enfant, vous n'avez pas de tante ou d'oncle sans neveu ou nièce. Donc ce sont des termes qui sont fondamentalement relationnels dans le sens que quelque chose qui arrive à l'un va transformer l'autre. Quand votre enfant, que vous le vouliez ou non, devient parent, vous êtes transformé en grand-parent. Votre intentionnalité derrière n'a pas de pertinence sur le fait que vous allez changer de statut du fait même de cette relation que vous avez avec votre enfant. Donc, c'est d'abord les relations héritées et d'autre part les relations que le sujet acquiert et qu'il développe tout au long de sa vie, par exemple en se mariant et en devenant non seulement un conjoint, mais également un gendre ou une belle-fille, un beau-frère ou une belle-sœur, puis un père ou une mère, un oncle ou une tante, un grand-parent, etc. Donc notez bien, encore une fois, la dimension relationnelle de ce statut identitaire qui n'est pas, je ne sais pas, moi je suis psychiatre, c'est pas du même ordre. Donc vous avez ce type de relation, à nouveau de parenté, mais que vous acquérez au cours de votre vie, et par ailleurs les autres types de relations plus ou moins proches que les sujets développent avec des amis, des collègues, dans le cadre d'associations professionnelles, religieuses et ou rituelles, sportives, de loisirs, etc., qui vont faire qu'on va être avec des groupes de pairs qui vont définir également l'identité au plan relationnel. Dans un tel contexte culturel, l'individu est ce que sont ces relations, et celles-ci, contrairement aux stéréotypes concernant les sociétés dites traditionnelles ou pire primitives, ne sont jamais essentiellement prédéterminées. Les gens ne sont pas accrochés à une identité collective comme les singes sur les arbres, pas du tout. Chaque sujet est responsable du réseau interpersonnel qu'il se constitue au cours de sa vie, à partir d'un capital relationnel qu'il lui revient de faire fructifier, mais également à partir de ses compétences propres à gérer les opportunités qui lui sont données. Concevoir l'identité plutôt en référence à l'entité physique et le corps propre, ou au contraire plutôt en référence au réseau relationnel, renvoie à des perspectives radicalement différentes sur la façon d'accéder à l'autonomie. Dans les contextes culturels où l'identité individuelle est avant tout conçue en termes relationnels, la transformation physique qui entoure la puberté va être le point d'appui à partir duquel la société va intervenir pour transformer les relations de l'individu. Les rites d'initiation sont l'un des cadres au sein desquels sont effectuées ces transformations relationnelles. Lorsqu'ils font intervenir des opérations physiques, scarification, circoncision, etc., celles-ci servent avant tout à transformer le corps tel qu'il a été engendré par la mère. Les initiateurs, en modifiant le corps des novices au travers de toutes sortes d'épreuves, sont censés les rendre aptes à développer des relations intimes avec d'autres que ceux avec qui ils ont partagé jusque-là leur intimité. Et le fait d'avoir à changer son intimité, à se mettre en intimité avec d'autres qui sont au départ des étrangers, est considéré comme quelque chose de dangereux qui requiert une préparation. C'est-à-dire, puisque c'est conçu en termes relationnels, les personnes intimes avec qui vous êtes en contact, et notamment au travers de relations sexuelles, vont vous transformer. L'idée, c'est qu'effectivement, ça vous transforme potentiellement, et de fait, nous sommes transformés par nos relations intimes. Donc, ça requiert, dans ces contextes-là, il est indispensable de préparer les corps à cette rencontre pour que le sujet lui-même puisse les supporter. Je prendrai l'exemple des rites d'initiation traditionnels d'un groupe aborigène australien, les Aranda. Ça a donné lieu à un livre qui est très anthropologique.
Pour des questions de temps, je ne considérerai ici que les rites d'initiation masculine, et je les ferai à la hache. Donc, la première étape consistait à assigner à chaque bébé garçon une belle-mère ayant à peu près son âge. Je sais qu'ici, c'est normal dans nos sociétés, quand on dit belle-mère, ça veut dire la maman du conjoint, en l'occurrence la maman du fils. Ça peut être vu différemment. Vous avez un bébé garçon et vous pouvez décider qu'une fille, une petite fille de son âge, sera décrétée comme belle-mère. Ça ne veut pas dire que plus tard, il sera obligé, si elle a une fille, de se marier avec sa fille, mais ça veut dire qu'on va superposer à la relation qu'il a déjà avec sa mère, la relation mère-fils, donc d'un couple en quelque sorte hétérosexué, puisque c'est une maman pourrait se servir de son fils pour se reproduire et faire sa petite société à elle toute seule. Donc là, on va imposer que ces deux enfants qui ont le même âge sont dans une position de gendre et de belle-mère. Donc on va superposer à la relation mère-fils une relation qui n'est pas de filiation, mais qui est justement matrimoniale potentielle. On oblige, encore une fois, le garçon ne sera pas obligé de se marier avec la fille si jamais cette belle-mère survit et a une fille, mais il y a cette idée qu'immédiatement, il n'est pas destiné à rester dans le giron de sa mère. Dès qu'il naît, on va imposer d'ajouter une relation. Et cette petite belle-mère n'aura pas de rôle jusqu'à ce que le garçon soit circoncis aux alentours de la puberté. Et à ce moment-là, cette jeune femme qui a été désignée ou la catégorie qu'elle a permis de désigner, parce que c'est des catégories de parenté particulières, va être utilisée dans le rituel pour médiatiser la relation du fils avec sa mère. Donc, assigner une belle-mère à un bébé garçon permet d'insister sur le fait que ce garçon, pour l'instant encore essentiellement dépendant de sa mère, est destiné ultérieurement à assumer un rôle de conjoint et de père. Cette assignation d'une belle-mère bébé à un bébé garçon n'obligeait en rien, je vous ai dit, le garçon devenu grand à se marier avec la fille éventuelle de cette belle-mère. Par contre, cette désignation d'une belle-mère permettait de déterminer une catégorie de parentes allant jouer un rôle essentiel, comme je vous l'ai dit, dans les cérémonies entourant la circoncision, donc beaucoup plus tard qu'au moment de la naissance du bébé. Cette attribution d'une belle-mère rituelle à un gendre potentiel, lorsque les deux individus sont encore bébés, est décidée par des initiés masculins. En l'occurrence, donc, ce sont les pères du petit garçon et de la petite fille qui décident comme ça de mettre en relation leurs enfants en tant que gendre et belle-mère, ce qui va créer, aussi développer chez eux, enrichir la relation qu'ils ont. Ces deux initiés qui, par le biais de la relation qu'ils instaurent entre leurs enfants, vont avoir une relation enrichie eux-mêmes. Donc ils participent de l'enrichissement de leur identité relationnelle. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'effectivement, en superposant cette relation à la relation mère-fils, ils imposent une relation qui est beaucoup plus distancée, d'une part parce que la belle-mère n'a pas mis au monde son gendre, ça change quelque chose, ne l'allaitera pas, etc., mais aussi parce que dans le cadre des relations chez les aborigènes australiens, on ne doit pas avoir une relation de proximité physique avec sa belle-mère. C'est-à-dire que quand il y avait des conflits entre hommes, on apportait la belle-mère de l'un d'entre eux et parce que c'est vraiment être en proximité physique, c'était interdit et c'était très incorporé, comme dirait Bourdieu. En effet, chez les aborigènes australiens, donc, il faut toujours garder une distance physique avec sa belle-mère. La cérémonie d'attribution de la belle-mère, bien que décidée par les pères des enfants, était accomplie par leurs mères respectives dans le campement féminin. Chacune tenait l'enfant de l'autre dans ses bras et frottait son corps de graisse et d'ocre rouge, c'est un geste rituel. Puis, une boucle de cheveux coupée sur la tête de la fille était offerte au garçon, initiant le fait que lorsqu'ils seront grands, la fille devra lui faire régulièrement don de ses cheveux. Le jeune homme s'en servira pour tresser des ceintures de cheveux dont il pourra faire don à d'autres initiés ou à d'autres amis, et par l'intermédiaire de cet échange de cheveux, on crée de nouvelles relations. Les cheveux permettent de nouer d'autres types de relations. Les cheveux de la belle-mère participent donc à l'enrichissement de l'identité relationnelle de son gendre. Si la mère participe au façonnage du corps de son fils, en le nourrissant, la belle-mère, pour sa part, donne les moyens à son gendre d'approvisionner son capital relationnel. Donc vous avez là vraiment l'illustration
On reconnaît bien que le corps d'un enfant participe de ce qu'il est, mais si vous voulez, ça, c'est le façonnage, ça ne lui donne pas une autonomie. Par contre, ce qui va lui permettre de s'autonomiser par rapport à sa première cellule familiale, c'est le fait de pouvoir être autonome pour développer des relations. Mais au départ, pour qu'il puisse être autonome pour faire ça, on impose aussi des relations, et des relations qui ne sont pas des relations de consanguinité. La deuxième étape de l'initiation masculine s'appelait le lancement vers le ciel. Les hommes adultes regroupaient quelques garçons ayant entre 8 et 12 ans et les lançaient vers le ciel en les frappant lorsqu'ils retombaient, en leur disant « Et tu n'iras pas coucher avec les femmes des autres quand tu seras marié », alors que bon, ils n'avaient même pas le droit d'avoir des relations sexuelles, mais déjà, encore une fois, on inscrit le fait que bien sûr, ils vont coucher avec les femmes des autres, mais que, si vous voulez, que leur destinée n'est pas de rester auprès du giron maternel. À la suite de ce rite collectif, les garçons devaient partir vivre seuls, en petits groupes, et subvenir à leurs propres besoins alimentaires en cuisinant eux-mêmes le produit de leur chasse. Donc il y avait un groupement de garçons, vous avez encore ça à Mayotte, où les garçons peuvent vivre en dehors de la maison familiale et avoir leurs amis. Ils pouvaient dormir dans le campement masculin avec les hommes adultes, mais n'étaient à partir de ce moment-là, à partir de ce rite, plus autorisés à dormir auprès de leur mère et des petits-enfants. Donc il y avait vraiment cette distanciation prise. La troisième étape de l'initiation masculine renvoie aux cérémonies qui entourent la circoncision. Vers l'âge de 13-15 ans, chaque garçon était circoncis individuellement. Le jour qui ouvrait les cérémonies précédant la circoncision, la mère du garçon allumait 2 bâtons à feu qui servaient autrefois à allumer les feux de campement, puisque les aborigènes étaient des chasseurs-cueilleurs. La mère gardait un bâton à feu allumé pour elle et tendait l'autre à la belle-mère du novice qui la transmettait à son tour au garçon. Donc vous voyez la médiation qui est faite entre la mère et le fils. Et à partir de ce moment-là, la mère n'est plus sur le terrain cérémoniel. Celle qui va occuper, qui va représenter la mère, c'est précisément la belle-mère, donc celle qui a vraiment une relation distancée avec ce garçon. Mère et fils devaient prendre garde à ce que leurs bâtons respectifs ne s'éteignent pas jusqu'à la cicatrisation de la blessure de circoncision, sous peine que l'un et l'autre ne meurent. Donc on souligne, pour pratiquer la distanciation indispensable à l'autonomisation des garçons, on souligne dans le même temps que cette relation mère-fils est cruciale et est quelque chose de difficile à distendre. Du coup, on prend des précautions et on représente symboliquement ce lien qui persiste et qui, parce qu'il persiste, peut rendre dangereux les transformations. L'idée, c'est que quand on transforme les relations intimes, que ce soit dans le sens d'une distanciation ou que ce soit dans le sens d'un rapprochement, c'est dangereux. Je trouve que ça nous fait penser aussi que peut-être, des fois, ce que nous demandent les jeunes, c'est peut-être de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas à quel point, pourtant on le vit, on l'a tous vécu en tant qu'adulte, combien c'est difficile ces transformations relationnelles, mais d'avoir un accompagnement. Alors, on fera autrement, mais je veux dire, ça peut être intéressant, je pense, pour nous de penser les choses comme ça. Donc, à la suite du réengendrement symbolique du garçon par un homme initié, devant l'ensemble des hommes et des femmes, la circoncision était pratiquée en présence des seuls hommes. Les femmes étaient éliminées. Donc, le sens également de la circoncision dans ce cas-là, c'est de transformer le sexe dans l'enfant tel qu'il a été fait par la mère en un sexe qui va servir maintenant à pénétrer une femme qui sera une femme avec laquelle il pourra avoir des enfants ou du plaisir, ou etc. Mais son sexe n'est pas celui que sa mère lui a permis d'avoir à la naissance. Peu de temps après avoir été circoncis, le novice subissait 2 autres opérations physiques. D'une part, la morsure de la tête, qui était censée être extrêmement douloureuse, mais favoriser la pousse des cheveux, avec lesquels, là encore, des ceintures, objets d'échange entre initiés et entre beaux-frères, étaient tressées. On favorisait, une fois de plus, comme ça, l'établissement de nouvelles relations intimes entre le jeune homme et d'autres personnes n'appartenant pas à sa première unité familiale. Enfin, dernière épreuve physique au décours de la circoncision, c'est très exotique pour vous, ça s'appelle la subincision. Ça consistait à fendre la face inférieure du pénis depuis la racine des testicules jusqu'au méa urinaire. Donc, comme disent les copains ethnologues qui ont assisté à ça, c'est comme si quand vous faites sauter que vous ouvrez une saucisse de Strasbourg que vous avez fait bouillir.
C'était ça, hein, c'est très douloureux. Puis maintenant, ils sont, comme le but, c'est de faire souffrir les garçons, on leur montre des films porno maintenant. Donc, comme ça, ils sont bien en érection au moment où ils ont été coupés. Donc, ça s'annule. Non, mais les mutilations sexuelles sont d'abord faites par les hommes sur les hommes. Ce n'est qu'après avoir subi cette intervention censée ouvrir le sexe à sa fonction sexuelle et reproductrice que l'initié était autorisé à avoir des relations sexuelles et à se marier. Donc il y avait quelque chose d'équivalent du côté des femmes et ça s'appelle ouvrir le sexe. Alors, vous inquiétez pas, ça se rebouche, mais au moment où on pratique la subincision chez les jeunes garçons, les hommes adultes se refont rouvrir leur orifice de subincision. Et pendant le temps qu'ils ont l'orifice de subincision ouvert, ils sont obligés de faire pipi accroupis comme des dames. Donc c'est pas la problématique, ça ne les dévirilise pas, bien au contraire. Et donc c'est uniquement après avoir subi cette intervention qu'ils étaient autorisés, enfin, après cicatrisation bien sûr, à avoir des relations sexuelles avec les femmes et éventuellement à se marier. Jusqu'à la circoncision, le lien qui unit un fils à sa mère est métaphoriquement représenté par leur double symbolique, les bâtons à feu. L'extinction de l'un entraînerait leur mort à tous deux. La circoncision opère une coupure radicale entre eux. Ce qui arrive à l'un n'est plus censé retentir obligatoirement sur l'autre. Je veux dire, en termes physiques, ça peut retentir sur un, mais ils ne sont pas idiots, sur le plan psychique ou autre, mais sur le plan physique, il n'y a plus ce lien dû au fait que le garçon était enserré dans le corps de sa mère en tant qu'autre, mais qu'il était physiquement du côté de sa mère jusqu'à ce que les hommes pratiquent une médiation entre lui et sa mère. Et vous avez vu que cette médiation commence quasiment dès la naissance. Le fils peut dorénavant établir sans risque de nouvelles relations intimes en dehors de son premier cercle familial. Tout au long de ces étapes initiatiques, le novice devait remercier ses initiateurs en leur fournissant du gibier qu'il avait lui-même chassé. Jeune enfant, il a été nourri par les adultes. Il a ensuite été poussé à apprendre à assurer sa subsistance indépendamment des mères, avec son groupe de pères. Et enfin, une fois circoncis, il contribue en tant qu'adulte à la subsistance de sa communauté. Dans le même temps, il va pouvoir initier et développer de façon indépendante de ses parents de nouvelles relations qui vont enrichir son identité conçue avant tout comme relationnelle. L'engagement dans de nouveaux types de relations intimes, en particulier avec des partenaires conjugaux ou sexuels, est perçu dans toute société comme le signe de l'autonomisation des enfants vis-à-vis de leurs parents. Ça, c'est universel. Toutefois, les moyens mis à la disposition des individus pour passer d'un type de relation intime à un autre est fonction, je l'ai déjà dit, de la conception de l'identité. Ainsi, nous avons vu que chez les Aranda, la conception de l'identité en termes avant tout relationnels conditionne les moyens mis en œuvre pour favoriser l'autonomisation des individus. Voyons ce qu'il en est dans nos sociétés occidentales contemporaines. Dans notre univers culturel, le développement de l'individualisme moderne a conduit à accorder une préséance au corps propre, à l'individualité physique pour fonder l'identité personnelle. Ça démarre à la fin du XIXe siècle. Et à l'heure actuelle, vous savez qu'on a une identité biométrique qui prime sur nos liens de filiation. C'est-à-dire que c'est d'abord votre identité biométrique qui est considérée et ensuite, éventuellement, on va vérifier si vous êtes bien le fils ou la fille d'un tel ou un tel. Donc, c'est vraiment les critères biométriques qui définissent notre identité personnelle à l'heure actuelle. En conséquence, aussi, l'accouchement est censé opérer chez nous une coupure suffisante pour que l'enfant soit vu dès la naissance comme une personne à part entière. Or, vous avez vu que dans un autre contexte, on ne considère pas qu'il est complètement indépendant de sa mère, qu'il faut que d'autres choses soient mises en place. Mais chez nous, l'autonomie individuelle renvoie à la capacité progressive du sujet de s'éloigner de sa famille pour forger lui-même, de manière indépendante, de nouvelles relations. Et là, le milieu scolaire est très important. Et pour des gens qui sont au moins aussi vieux que moi, on sait que les enfants sont allés de plus en plus tôt dans des structures collectives. Ça n'était pas le cas à mon époque. Et donc, effectivement, ce lieu que nous ne considérons pas comme un lieu initiatique, parce que c'est pas une initiation qui rompt les liens, mais en fait,
les enfants dans les sociétés occidentales sont séparés de leurs parents infiniment plus tôt que dans beaucoup d'autres types de sociétés. Et en plus, c'est assez violent. Et c'est devenu de plus en plus précoce au cours du siècle dernier. Donc c'est quelque chose qui passe inaperçu parce que c'est notre culture. Et ça, c'est un des moyens de fournir la possibilité justement aux enfants de développer des relations avec des non-intimes dans le cadre, effectivement, scolaire. Donc, il y a le milieu scolaire, et puis il y aura le milieu professionnel, et puis les activités de loisirs aussi jouent ce rôle où les enfants sont mis en relation avec des tiers qui ne sont pas des intimes de la première unité familiale, et qui apprend aux enfants à développer des types de relations qui ne sont pas intimes. Et vous savez combien c'est douloureux. Enfin, je pense que vous en avez peut-être quelques souvenirs. La métamorphose physique de l'individu aux alentours de la puberté, chez nous, participe des phénomènes de croissance naturelle, même si on reconnaît leur nature problématique potentielle. En tout cas, hors de circonstances particulières jugées généralement pathologiques, cette transformation physique ne s'accompagne pas de médiation spécifique. On n'a pas un rite d'initiation qui dit « et puis maintenant, vous partirez chez vos parents ». De toute façon, la majorité du temps, ils ne le passeront pas chez leurs parents. Donc, ça continue, disons. Et cette transformation physique ne s'accompagne pas donc, de médiation spécifique, et il est interdit aux membres de la famille d'intervenir sur le corps de leurs enfants dans le but de les rendre aptes à rencontrer des partenaires sexuels ou à procréer. Vous imaginez bien que si on leur faisait, enfin, si les parents se mettaient à faire des subincisions chez nous, ça serait quand même immédiatement, ça les conduirait en prison. Les parents doivent simplement fournir à leur enfant, je dis simplement avec entre guillemets, simplement fournir à leur enfant le contexte favorable à l'épanouissement de sa personnalité en subvenant à ses besoins pendant fort longtemps. C'est en effet le milieu nourricier parental qui est censé lui fournir les moyens d'effectuer ses propres choix, marquant sa singularité et par là son autonomie. Ces choix concernent d'une part son apparence physique, celle qu'il choisit de se donner, y compris par l'intermédiaire d'opérations physiques telles que tatouage ou piercing, d'autre part les études, la profession et les loisirs dans lesquels il souhaite s'engager. Et pour que ces choix soient facilités, les parents doivent lui fournir non les moyens de devenir parent, mais des moyens contraceptifs pour qu'il ne devienne pas parent avant de devenir lui-même. Si vous savez qui vous êtes, je suis très content pour vous. Endosser trop tôt un rôle parental risquerait, pense-t-on, de lui faire perdre son autonomie en contrecarrant son épanouissement personnel, notamment sexuel et professionnel. Et les psys ont été géniaux à vraiment dire définitivement que c'était comme ça. Dans un tel contexte culturel, le sujet est censé pouvoir naturellement prendre quelques distances avec sa première unité de socialisation pour se choisir des partenaires plus intimes. La case ami est très importante et pas si simple que ça de nos jours. Dans la plupart des cas, il faut bien dire que ces transformations relationnelles du sujet adolescent en jeune adulte s'opèrent d'elles-mêmes, même si elles peuvent s'accompagner de quelques conflits entre parents et adolescents. Cependant, dans un certain nombre de cas, tout se passe comme si l'individu tendait à confondre son indépendance physique, sa capacité à subvenir lui-même à ses nouveaux besoins physiques dans l'ordre des plaisirs, sexuels ou autres, avec son indépendance tout court. Il présente alors le risque de développer des troubles des conduites alimentaires ou de s'enferrer dans une logique de dépendance à une substance ou dans d'autres types de conduites à risque. Il tendra alors à mettre sur le même plan son émancipation relationnelle vis-à-vis de ses parents et le contrôle du fonctionnement de son corps, c'est-à-dire la gestion de ses sensations physiques. Partager, c'est assez logique puisque, nous disons, être autonome, c'est subvenir à ses besoins soi-même. Partager l'intimité de son corps ou de ses émotions avec d'autres peut lui faire craindre de perdre son autonomie corporelle. Là encore, on sent, quand je parlais de la dangerosité de développer de nouveaux types de relations intimes, ça nous transforme et c'est pas évident. Je dis souvent, la première fois qu'on a une langue dans sa bouche qui n'est pas la nôtre, bien qu'on ait pu en rêver, on était super contents. Quand c'est là, on aimerait bien manger des bonbons et aller lire un roman au lieu de faire ça. Après, il faut vraiment qu'on s'habitue. Mais je veux dire, c'est une image parce que je pense qu'on n'en parle pas. C'est toujours merveilleux ce qu'on dit sur la main.
Pourtant, la première expérience, c'est troublant, c'est une intrusion dans nous. Et évidemment, après, on va la transformer en autre chose qui est très agréable, etc. Mais je veux dire, je dis ça pour montrer combien c'est pas simple d'apprivoiser l'intimité avec un autre. C'est normal, ça exige du temps et ça nous trouble parce que une fois qu'on l'a fait, on n'est plus tout à fait les mêmes. Voilà, donc c'est pas pour vous choquer, mais c'est choquant dans l'expérience même. Donc, partager l'intimité de son corps ou de ses émotions avec d'autres, vous savez que partager les émotions aussi à l'heure actuelle c'est dangereux parce qu'il y a les réseaux sociaux, etc. Partager les émotions avec des amis, c'est faire des confidences. Et quand vous donnez les confidences, elles peuvent être révélées. Donc c'est des risques qu'on apprend à gérer, mais qui participent aussi de cette dangerosité de se rapprocher avec les autres, qui nous est pourtant nécessaire pour pouvoir nous autonomiser et nous découvrir nous-mêmes. C'est évidemment en prenant le risque de partager des expériences avec d'autres que nous découvrons des choses nous concernant, des limites, des capacités, etc. Mais effectivement, quand on fait ça, ça peut faire craindre de perdre son autonomie corporelle, si chèrement acquise, et qui incarne chez nous particulièrement l'autonomie personnelle. Contrôler les besoins de son corps en apprenant à le priver, à le gaver ou à lui donner seul du plaisir ou de la souffrance devient le moyen d'inverser le rapport de dépendance à autrui. Le dépendant, selon moi, est souvent en quête d'une indépendance absolue vis-à-vis des autres. Mais cette quête effrénée d'indépendance peut le conduire à s'enferrer dans une logique d'autodépendance plutôt que d'indépendance. Cette perspective culturelle comparative concernant les modalités d'accession à l'autonomie va me permettre d'introduire une perspective anthropologique sur les rôles parentaux. Tout individu doit affronter le problème majeur qui consiste à quitter son enfance tout en restant l'enfant de ses parents. Il existe en effet deux états d'être enfant. C'est tout d'abord, lors des premières années de sa vie, être globalement dépendant de quelques autres sur les plans affectifs et matériels, cet état infantile étant censé n'être que transitoire. Mais c'est également être dans un rapport de filiation qui perdure au-delà de l'enfance proprement dite. On est enfant d'un père et d'une mère et on le restera toute la vie et au-delà de la mort. Ces deux acceptions du terme enfant renvoient à des rapports de dépendance distincts. Le premier renvoie à la fonction nourricière, aux droits et devoirs que doivent assumer les parents à l'égard d'un enfant mineur. Le second rapport de dépendance d'un enfant vis-à-vis de ses parents renvoie en fait au rapport de filiation qui perdure donc au-delà. Vous naissez enfant de vos parents et vous allez le rester. Donc on est à une dépendance en quelque sorte au système de parenté, au lien de filiation. Et c'est sur ce plan-là que les parents vont transmettre à leurs enfants l'aptitude à transmettre à leurs propres enfants les fondements identitaires qui les relient les uns aux autres. Et ça se fait par la transmission de l'ensemble des liens de parenté que les parents ont. Vous savez que, par exemple, quand on fait une adoption plénière, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous transmettez, par rapport à une adoption simple, vous transformez l'ensemble des relations que chaque parent a avec ses propres familles. Donc vous transmettez un réseau de parenté et c'est ça qui participe de la transmission des fondements identitaires qui lient chaque génération les unes avec les autres. La fonction nourricière des parents s'étend jusqu'à l'adolescence et doit dans maintes sociétés prendre fin avec elle. La fonction que les parents ont alors à assumer à l'égard de leurs enfants à l'adolescence se situe sur le registre de la filiation au sens propre. Ils sont sommés, dans certains types de sociétés, de lui transmettre leur fonction parentale. Pour ce faire, ils doivent accepter de passer de la place de parents à celle de grands-parents potentiels. Cela présuppose qu'ils abandonnent leur rôle nourricier. La transmission de la fonction parentale à la génération suivante se présente ici comme le gage de l'autonomisation des enfants vis-à-vis de leurs parents. Par contraste, dans nos sociétés, rien ni personne ne vient enjoindre les parents à transmettre leur fonction parentale et par là à changer de place dans l'ordre généalogique. En conséquence, si les parents d'enfants en passe de devenir adultes savent qu'ils sont censés modifier leur comportement vis-à-vis de leurs enfants,
ils ne savent pas toujours très bien en quoi doit consister le nouveau rôle qu'ils ont à jouer. L'absence de distinction entre les fonctions nourricières et filiatives rend compte, selon moi, de l'augmentation du recours à des intervenants sociaux extérieurs à la famille lorsque les relations parents-enfants sont par trop conflictuelles. Et c'est là où les psys vont pouvoir jouer le rôle dévolu ailleurs, aussi surprenant qu'il puisse paraître, à des belles-mères rituelles. Ce que je veux dire, c'est que les psys sont des dépositaires de l'intime en vertu même qu'ils ne sont pas des intimes. Donc vous vous souvenez que pour les belles-mères avec leurs gendres, doivent garder une distance physique, ne doivent pas développer des relations intimes, et c'est en vertu de ce rôle tiers qu'elles peuvent jouer le rôle de tiers entre le fils et leur mère, et qui peuvent être le représentant. Donc évidemment, ce n'est pas exactement la même chose en fonction du psy, mais je trouve que ça peut être intéressant pour nous d'avoir quelque chose de complètement exotique pour penser notre fonction et voir que dans notre société, nous jouons un rôle essentiel et pas nécessairement dans des situations pathologiques. Je veux dire, le rôle de médiation que nous avons peut être absolument crucial pour éviter des situations pathologiques, mais parfois c'est pas toujours évident. C'est normal dans notre profession, on se pose toujours la question de quelle légitimité nous avons à intervenir dans certaines situations qui sont des situations assez banales et pas nécessairement pathologiques. Et je trouve que du coup, on est toujours en train de se poser la question tout en sachant que parfois, quand on intervient rapidement pour des situations justement pas pathologiques, on peut éviter des choses qui peuvent entraîner à terme des situations plus dangereuses pour les gens. Parallèlement à la... Normalement, je devrais retrouver, parce que quand même, j'avais bien préparé des choses, mais je ne sais pas. J'ai dû trop bien préparer, du coup, j'ai fait sauter des choses. Donc, parallèlement, je m'excuse, j'essaie, à la création de ces nouveaux modes de médiation assumés par les psys, nos sociétés ont développé des représentations nouvelles auxquelles les enfants ont accès et qui sont cohérentes avec la façon de concevoir la sexualité. Ces représentations valorisent l'accession à une sexualité dépourvue de risques reproducteurs. Ces représentations sont à chercher dans les films ou séries télévisées d'horreur ou de science-fiction, dont les adolescents sont très friands. La perspective culturelle comparative que j'ai adoptée va me permettre de faire quelques propositions concernant ces films. Première proposition, notre façon contemporaine de concevoir le rôle des parents d'adolescents transmettre des moyens anticonceptionnels plutôt que leur fonction parentale est parfaitement congruente avec l'idéologie occidentale qui tente à conférer une valeur positive aux activités érotiques et à souligner l'aspect négatif, voire potentiellement mortifère de la reproduction lorsque celle-ci n'est pas soumise à un strict contrôle. Deuxième proposition, les films d'horreur ou de science-fiction prisés par les adolescents corroborent cette idéologie. Ils valorisent le sexe tout en montrant de façon très crue, par le biais d'images saisissantes, les dangers dont les adultes affublent la reproduction dans nos contrées civilisées. Pour ce faire, ils vont associer symboliquement la transformation pubertaire à une véritable métamorphose, les adolescents étant montrés comme susceptibles de se transformer en toute autre chose que ce qu'ils étaient avant la puberté. Ils deviennent alors des prédateurs, loups-garous, vampires, mus par de bas instincts animaux et carnassiers. Enfin, proposition ultime, ces films si décriés par les adultes offrent, en fait, de mon point de vue, aux adolescents des supports imaginaires concrets pour se repérer dans le vécu bouleversant dont ils font l'expérience. Et le vécu de l'adolescence est souvent un vécu extrêmement bouleversant parce qu'il est aussi un vécu de transformation physique. Dans des contextes plus traditionnels, les rites consistant à opérer sur le corps des jeunes gens et à inciter leurs parents à leur transmettre la fonction parentale institutionnalisent le passage de l'enfance à l'âge adulte. Dans un univers culturel où l'institutionnalisation de ce passage n'existe pas, les images fournies aux adolescents par les studios de Hollywood ont peut-être des effets plus positifs qu'on ne le croit. Elles les rassurent dans la mesure où elles sont partagées par des semblables et les renvoient à une certaine normalité dans cette anormalité que constitue l'événement pubertaire. Et dans le même temps, les éléments de l'idéologie qui est le propre de leur culture leur sont inculqués, dont celui qui consiste à les mettre en garde contre les dangers d'accéder sans précaution au pouvoir de reproduction. Rentrons dans le vif de cette idéologie de façon à mieux apprécier les images de ces films. En 1898, Freud suggérait
que la désintrication de la sexualité d'avec la reproduction serait l'un des plus grands triomphes de l'humanité, l'une des libérations les plus tangibles à l'égard de la contrainte de la nature à laquelle notre espèce est soumise. Donc, un siècle plus tard, donc ça c'était 1898, Freud, un siècle plus tard, fin 1999, donc à l'aube du troisième millénaire, un petit article de Télérama, je ne sais pas si vous connaissez, proposait d'établir une liste de faits qui caractériserait l'humanité de l'an 2000 au regard de celle de l'an 2100 et quelques. En l'an 2000, le journaliste écrivait, les gens étaient enfantés à l'intérieur de leur mère comme les animaux. Retenons ce fait. La nécessité d'être englobé dans un corps de femme avant de naître relèguerait donc l'humanité au rang de l'animalité. Une telle perspective constitue une constante dans les œuvres de science-fiction qui ont pour thème la procréation et dont j'ai suggéré qu'il s'agissait d'une mythologie au sens anthropologique du terme, de la mythologie des sociétés occidentales contemporaines. Et le premier mythe de ce genre est Le meilleur des mondes d'Huxley. C'était publié en 1932. Les enfants y sont fabriqués en dehors des corps maternels et élevés dans des centres spécialisés. Ce mode de reproduction industrielle par utérus artificiel est opposé à la viviparité, terme scientifique utilisé à dessein par Huxley et renvoyant à l'obligation d'en passer par un ventre féminin pour naître. La viviparité est ce qui distingue les espèces mammifères des espèces ovipares dont les femelles pondent des œufs. Et donc chez nous, c'est le fait, ce qui pose problème au niveau des représentations, c'est que l'embryon se développe, comme on dit dans le Petit Robert, aux dépens des tissus maternels. Donc il y a un côté parasitaire sur lequel on insiste énormément de plus en plus actuellement. Dans Le meilleur des mondes, la viviparité est perçue comme une infâme chose du passé, ne subsistant plus qu'à l'état de survivance honteuse dans quelques réserves de sauvages. L'apogée de la civilisation correspond dans cette utopie à l'avènement de la stérilisation généralisée qui est concomitante d'une survalorisation des pratiques sexuelles selon des normes malthusiennes, c'est-à-dire avec préservatif et facilité d'avortement. La famille, le mariage et toute forme de relation de parenté ont disparu et leur évocation est devenue obscène. Les gens tombent dans les pommes quand on parle de ça. De fait, dans ce mythe d'anticipation, la pornographie est rattachée non à la sexualité, mais à l'enfantement. Alors que les adultes s'adonnent à volonté aux activités érotiques, s'extasiant devant les ébats sexuels des bambins dans les cours de récréation, s'ils ne le font pas, ils sont envoyés chez les psys, ils sont offusqués lorsqu'on leur rappelle l'origine vivipare de l'humanité. Il en va ainsi pour les étudiants auxquels s'adresse le directeur de l'incubation et du conditionnement des bébés, notamment lorsqu'il les questionne sur la signification du mot parent. Et là, je cite Huxley. Il y eut un silence gêné. Plusieurs des jeunes gens rougirent. L'un d'eux, enfin, eut le courage de lever la main. Les êtres humains, autrefois, étaient, dit-il avec hésitation, le sang lui affluait aux joues. Enfin, ils étaient vivipares. Le pauvre garçon était éperdu de confusion. En un mot, résuma le directeur, les parents étaient le père et la mère. Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. « La mère !» répéta-t-il très haut pour faire pénétrer bien à fond la science. Ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, car il faut bien se souvenir qu'en ces jours de grossière reproduction vivipare, les enfants étaient toujours élevés par leurs parents, et non dans des centres de conditionnement de l'État. Essayez de vous rendre compte de ce que c'était que d'avoir une mère vivipare. De nouveau ce mot ordurier. Essayez de vous imaginer ce que signifiait vivre dans sa famille. Ils essayèrent, mais manifestement sans le moindre succès. Et savez-vous ce qu'était un foyer ? Ils secouèrent la tête. Pareil à une folle furieuse, la mère couvait ses enfants comme une chatte ses petits. Notre Freud avait été le premier à révéler les dangers épouvantables de la vie de famille. Le monde était plein de pères et par conséquent plein de misère, plein de mères et par conséquent de toute espèce de perversion, depuis le sadisme jusqu'à la chasteté. Plein de frères, de sœurs, d'oncles et de tantes, plein de folie et de suicide. Fin de citation.
La civilisation, nous répète Huxley, c'est la stérilisation, c'est-à-dire l'éradication de la maternité. Pour être des humains véritables, des civilisés à part entière, il faut jouir pleinement, c'est-à-dire être libéré du joug reproducteur. L'érotisme est l'apanage de l'humanité, il inscrit pleinement dans la culture, tandis que la reproduction naturelle, la viviparité, rappelle au niveau de la nature et par là de l'animalité. Quelques décennies plus tard, c'est le monstre d'Alien qui va symboliser la viviparité. La reproduction qu'il incarne est présentée sous la forme d'une infestation susceptible d'anéantir une humanité ayant atteint le plus haut degré d'évolution technologique. Il a les traits d'une sorte d'insecte géant, mi-fourmi, mi-araignée, qui transforme ses proies humaines en cocons ou déverser le contenu de ses œufs. Le seul objectif de ce monstre est de se reproduire. La bête ne dévore pas ses victimes, elle s'empare de leur corps pour engendrer. C'est un envahisseur de type cancer. Il extermine de l'intérieur en pénétrant dans les organismes hôtes où il se développe à la vitesse de l'éclair. L'arme suprême d'Alien est la grossesse. Au terme d'une gestation thoracique relativement rapide, l'accouchement du nouveau-né provoque l'explosion de l'hôte porteur. Sous couvert d'exprimer le danger représenté par l'invasion d'une espèce extraterrestre, ce monstre sert à désigner l'aspect bestial et parasitaire de la procréation naturelle. Rappelons que l'un des enjeux de la recherche médicale contemporaine est de rendre compte du mystère du développement dans le corps maternel d'un corps étranger, alien, le bébé. Cette façon de concevoir le bébé comme étranger, parasite prenant possession du corps maternel, transparaît dans bien des œuvres de science-fiction. Je postulerai ici que le monstre venu d'ailleurs symbolise la viviparité et son aspect invasif, parasitaire, animalisant, toute chose rejetée aux marges de la civilisation dans l'utopie d'Huxley. Or, il semble bien que les représentations fournies par Huxley se soient popularisées. Nous en reprendrons pour exemple les propos tenus récemment en août 2004 par le professeur d'immunologie Jean-Claude Veil dans la très sérieuse revue Géopolitique. Je le cite. « Je suis convaincu que très vite, la reproduction ne se fera plus qu'en laboratoire in vitro. Le mode de reproduction à l'ancienne ne sera plus qu'exceptionnel. C'est inévitable, étant donné la façon dont la société évolue. Les femmes font des carrières, passent des diplômes et à 40 ans veulent un enfant qu'elles n'ont pas eu le temps de faire avant. La solution, c'est de prélever à 18 ans les ovocytes et les spermatozoïdes en prévision de ce désir futur et de les mettre en attente. On aura ainsi des cellules germinales fraîches que l'on pourrait utiliser à volonté pour une FIV. » Fin de citation. Nous sommes donc bien aujourd'hui dans la projection de l'avènement du meilleur des mondes d'Huxley. Selon moi, la sainte horreur des Occidentaux pour la reproduction naturelle s'est ancrée dans la théorie de l'évolution élaborée par Darwin au XIXe siècle. Cette thèse accorde une importance particulière au mode de reproduction dans la classification et l'ordonnancement des espèces les unes par rapport aux autres. On passe des espèces inférieures, insectes, poissons, etc., qui pondent des millions d'œufs, aux mammifères inférieurs qui engendrent plusieurs individus par portée, puis aux mammifères les plus évolués que sont les primates, qui n'ont en règle générale qu'un enfant par portée. De ce point de vue, plus une espèce est évoluée sur le plan biologique, moins elle procrée, et nous avons tendance à conceptualiser les différences culturelles selon les mêmes schémas. Les sociétés les plus évoluées sur le plan technologique sont celles qui font le moins d'enfants. Les moins évolués en font le plus. Ce n'est pas le cas. D'abord, il n'y a pas de moins évolués, mais c'est la pauvreté qui fait. C'est soit la grande richesse, la haute bourgeoisie maintenant, en tout cas en France, c'est celle qui a le plus d'enfants, et la pauvreté dans le quart monde est liée effectivement à la montée de fertilité dans des populations qui régulaient très bien leur reproduction, comme les aborigènes australiens qui avaient qui régulaient très bien, et quand ils ont été appauvris du fait de la discrimination et du statut qui leur a été donné, ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais là je parle au niveau idéologique, c'est ce qu'on conçoit. Donc, il vous reste 5 à 10 minutes. Donc voilà. Mais d'un autre côté, les Occidentaux ont les plus grandes difficultés à maintenir un taux de fécondité suffisant pour assurer le renouvellement des générations. Ils ont donc besoin de la fertilité des migrants pour maintenir une démographie viable. Or, ces migrants sont jugés moins évolués, c'est-à-dire qu'ils sont perçus comme susceptibles de nous faire chuter d'un cran sur l'échelle de l'évolution.
Les scénaristes américains sont particulièrement doués pour représenter sous forme métaphorique l'idéologie occidentale contemporaine. Les humains terriens évolués-types sont personnifiés par les Américains, prototypes des Occidentaux, leurs ennemis par les membres d'une autre espèce, souvent incarnés par des insectes parasites géants et prolifiques. Dans ces films, les différences morphologiques et ou culturelles des divers groupes humains renvoient donc à des différences entre espèces et leurs continents d'origine respectifs, des termes comme le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, à des planètes distinctes, comme pour mieux souligner notre façon de concevoir ces différences entre groupes humains comme irréductibles. Si les insectes sont des personnages de choix de ce genre de film, c'est qu'on les associe volontiers au parasitisme et à la prolifération. Et pour renforcer l'aspect terrifiant de la pullulation animale, les cinéastes mettent en scène des insectes géants au développement accéléré. Un autre aspect du mode de développement des insectes va jouer en leur faveur sur la scène hollywoodienne. Les stades successifs par lesquels ils passent pour atteindre leur forme définitive. œufs, larves, nymphes chrysalides, insectes adultes proprement reproducteurs. Cette métamorphose va servir à symboliser la transformation des adolescents au cours de la phase pubertaire, c'est-à-dire leur passage d'un état stérile à un état fertile. Ainsi, dans La Mutante, un film qui passe régulièrement, le scénariste fait correspondre la phase pubertaire d'une alien issue d'un ADN extraterrestre à son passage par un état de chrysalide, d'où s'échappe une reproductrice pleinement développée. Avant cette mutation opérée dans la chrysalide, la jeune fille a l'aspect ingrat, un peu enrobé de bien des préadolescents. Elle a également des comportements qui font souvent leur apparition à cette époque de la vie. Accès de boulimie, fugue, contemplation dans le miroir avec la nette impression d'une transformation horrifique. Et de fait, dans le film, on voit une transformation horrifique. Lorsqu'elle sort de sa chrysalide, c'est une bombe sexuelle svelte et aux traits de visage affinés qui a perdu toute pusillanimité. La petite fille, jusqu'alors inoffensive, est montrée lorsqu'elle accède à ses puissances reproductrices comme se transformant en une prédatrice cherchant à avoir des rapports sexuels dans l'unique but de se reproduire. Elle tue ses partenaires sexuels dès qu'ils ont rempli leur office, telle la menthe religieuse ou la veuve noire. Une fois inséminée, elle se transforme littéralement, dans le film, on n'a pas le temps de le voir, en animal et est prête à tout pour sauver son petit. La reproduction est ici associée à la fois à l'animalité et à la mort. Dans La Mutante 2, on a la version masculine, un astronaute infecté par un ADN martien ne peut s'empêcher de faire l'amour à tout va. Ses partenaires sont immédiatement inséminés durant le coït même et quelques moments plus tard, l'explosion de leur ventre en sein les tue. Et l'instant d'après, on aperçoit à côté du cadavre donc des mamans un petit garçon. Au moment où l'astronaute infecté féconde ses femmes, des tentacules lui poussent dans le dos comme à partir de sa colonne vertébrale, signifiant que la conjonction sexe et reproduction renvoie à l'animalité. Alors, dans les représentations traditionnelles occidentales, depuis l'Antiquité, le sperme est censé être produit dans la moelle des os et tout particulièrement dans la colonne vertébrale. Le pénis étant perçu comme le prolongement de la colonne vertébrale où se déverse le sperme produit dans la rachis vertébrale, d'où le fait qu'on parle de queue. Les cornes des mâles des espèces qui en sont pourvues, telles les cervidés, sont censées refléter l'abondance du sperme qu'ils sécrètent. Et si le mari trompé est également symboliquement pourvu de cornes, c'est comme l'a rappelé Françoise Héritier que son sperme, empêché de s'écouler par celui qui a pris la place dans le lit conjugal, est censé refluer en direction de sa tête. Dans La Mutante 1 et 2, dont j'aurais voulu vous montrer des extraits, les cornes et les excroissances osseuses des mutants qui apparaissent au moment de leur rapport fécondant renvoient à cette symbolique. On peut en rapprocher l'ossature d'alien, qui évoque la silhouette d'un squelette de dinosaure tel qu'on peut en voir dans les musées d'histoire naturelle. Cet aspect squelette de dinosaure évoque à la fois la prolificité d'une espèce inférieure et son côté archaïque en regard de la civilisation humaine auquel elle s'attaque. J'ai dû réfléchir à pourquoi, alors que c'est complètement osseux, ça représentait l'incarnation, effectivement. Donc voilà, j'aurais voulu vous montrer des films, mais je conclus. Dans d'autres types de sociétés que les nôtres, pour parfaire l'humanité des enfants en passe de devenir adultes, on exige de leurs parents qu'ils leur transmettent leur fonction parentale. Chez nous, à l'inverse, pour parfaire l'humanité de leurs enfants, les parents doivent leur transmettre des moyens anticonceptionnels. Et c'est par le biais non de rites de passage, mais de nouveaux mythes en images que sont transmises les raisons de ce nouveau genre de dons entre générations. C'est ainsi
Il s'agit d'un autre système culturel avec ses avantages et ses inconvénients. Et c'est ce que j'ai tenté ici d'illustrer au travers d'une perspective culturelle comparative sur les rôles parentaux. Je vous remercie, je m'excuse pour